Donc, on donne la parole directement aux membres du Conseil de développement. Bonsoir, Bienvenue, mesdames et messieurs. messieurs, dames. Je me présente, Dany Chiron, et donc je présente mes collègues, Patricia Sorail-Boniface et Éric Demaison. Donc nous sommes membres du Conseil de développement. En 2021, en raison du contexte sanitaire, les membres du CDD se sont autosaisis des enjeux de l'alimentation et de l'agriculture sur Grand Angoulême. Nous avons choisi de travailler sur la résilience du territoire en matière d'alimentation, résilience actuellement située seulement entre 5 et 10%, et que nous souhaitions la plus saine possible et surtout accessible à tous. Le premier constat s'est défini entre tension et ambition. Tension, car notre adaptabilité théorique pour l'autosuffisance alimentaire serait seulement de 47% sur notre territoire. Ambition, car suite à la prise de connaissance du PATD de Grand Angoulême, celui-ci affirme une forte ambition vers l'autonomie alimentaire, adossée au soutien à la transmission des exploitations et à l'accompagnement des changements des pratiques vers l'agroécologie et des filières locales. J'en profite d'ailleurs pour remercier M. Vincent You et les services de Grand Angoulême pour leur disponibilité et leur accompagnement dans nos travaux. En matière de méthodologie, le groupe projet s'est attaché à travailler de façon sensible sur la tension entre la réalité et les besoins, notamment en prenant connaissance du contexte alimentaire sur le territoire, de la production à la consommation, et cela en privilégiant le aller vers. Nous sommes donc allés à la rencontre des différents acteurs. Tout d'abord, nous avons interrogé 18 agriculteurs sur leurs pratiques, besoins et propositions, puis 9 structures, dont des collectifs d'initiatives citoyennes et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Par la suite, 260 consommateurs ont été interrogés à l'occasion de festivals et à la sortie des magasins pour connaître leurs pratiques alimentaires. Enfin, pour terminer, nous avons auditionné la banque alimentaire, une épicerie sociale et les services du département. Tous, vraiment tous, ont confirmé la nécessité de traiter les besoins des plus pauvres en matière de pratiques alimentaires. Par ailleurs, ces rencontres nous ont convaincus d'organiser une table ronde publique à l'occasion des gastronomades sur la question suivante: quel levier pour soutenir l'alimentation saine pour tous sur le territoire? L'objectif était de croiser les regards entre un producteur, les fermes de Chassagne, producteur de légumineuses, Gilles Davot, cuisinier et formateur en matière de cuisine alternative, Marilyn Huck, nutritionniste, administratrice du SCUC et donc de l'épicerie sociale des étudiants, et les services de Grand Angoulême. À toi. Pour finaliser les travaux du groupe projet Agriculture-Alimentation qui s'est étagé sur 2 ans, nous avons finalisé et élaboré 2 documents. Alors le premier, c'est une contribution très exhaustive. Le second, c'est le poster que vous avez sous les yeux et que vous avez été toutes et tous destinataires en mairie. Cette illustration proposée par Angèle Villeneuve se veut déclencheur de liens entre tous les acteurs de l'alimentation et développe quelques propositions d'actions concrètes qu'on aimerait que la collectivité mette en œuvre. Nous avons intitulé ce poster « De la récolte à la popote ». Il se veut un outil de vulgarisation. C'est la raison pour laquelle il a été diffusé en amont de la contribution importante. Il permet de s'adresser avec beaucoup d'humour, puisque il s'apparente à un court récit de bande dessinée, de s'adresser avec humour avec tous les consommateurs, aux consommateurs du territoire notamment, les élus, les citoyens, les membres des collectivités territoriales et les personnels de restauration collective. Un panier nommé récolte, donc vous le voyez en bas à gauche, nous invite à le suivre le long d'un chemin, d'un sentier, de part et d'autre duquel plusieurs scénettes étayent notre propos. Il faut donc suivre la numérotation, donc d'en bas, numéro 1, en diagonale, du bas vers le haut, de la gauche vers la droite, ce qui existe déjà un peu vers ce qui serait encore mieux.
C'est un sens de lecture principal, mais plusieurs autres types de lectures sont possibles. Et vous avez deux notes complémentaires en bleu sur le poster. Plusieurs lectures sont nécessaires. Hein. Il paraît un peu fouillis comme ça, mais plusieurs lectures sont nécessaires pour décortiquer l'ensemble de notre message. Le chemin sinueux, il part d'en bas, de la campagne, terre de semences, jusqu'au village, ville, espace public, en mobilisant en chemin tous les acteurs et les produits locaux que nous avons à disposition. Pour rejoindre Popote, alors Popote c'est un fait-tout, clin d'œil fait s'il en fallait à l'intérêt de cuisiner, de transformer les produits bruts. Avec ce poster, la part belle est faite aux légumes, aux fruits et aux produits d'origine animale qu'on espère avoir sur tout le territoire et qui prennent la parole et présentent des mesures et des actions à mettre en œuvre. Tandis qu'à leurs pieds s'agit tout un tas de petits personnages qui agissent, réagissent. Et je vous invite à revenir vers le poster que vous avez tous sans doute vu en mairie pour voir un petit peu toutes leurs réflexions et leurs questions. Le code de couleur n'est pas anodin. Angèle Villeneuve a choisi des couleurs naturelles, hein, jaune d'œuf, terre de sienne, vert de fan. Alors à la fois pour rester dans le propos, mais aussi pour un peu de douceur et puis de clarté dans la lecture du poster. Finalement, tout ce beau monde, que ce soit les individus qui évoluent ou les mots que nous avons choisis avec beaucoup de soin, soyez-en sûrs, sont au service d'un seul message. Une réflexion collective, partagée, enracinée et universelle. Mais purée, comment peut-on mieux manger sur ce territoire ? Donc, Grand Angoulême s'est doté depuis quelques années d'un PATD. Bon, il contient beaucoup de choses et beaucoup de choses intéressantes. On l'a noté. Son antériorité fait que si je continue sur l'image alimentaire, fait qu'il porte ses fruits aujourd'hui. Il intègre la dimension agricole et c'est bien. Et c'est pas si courant que ça qu'il y ait un PATD qui intègre une dimension agricole. Néanmoins, comme vous avez pu le constater ou comme vous pouvez le constater sur l'image, on a identifié beaucoup d'actions complémentaires à ce PATD. Alors il y en a plus d'une trentaine. Mais c'est normal parce que de toute façon, la problématique alimentaire est quand même une problématique un peu complexe et qui adresse beaucoup de sujets. Cependant, on a dans le document de synthèse, on les a regroupés en deux axes. Le premier axe qui est renforcer le projet de PATD. Donc il faut qu'il continue, il faut qu'il soit bien conduit, il faut le poursuivre. Mais aussi, il y a quelques points qu'on note là-dessus, et notamment, il serait bien qu'il ait plus de transversalité. L'exemple, par exemple, de l'initiative Jeunes Pousses, c'est de la transversalité entre de l'alimentation et de la santé. Pourquoi réfléchissons à plus de transversalité avec d'autres politiques? La politique alimentaire n'est pas une politique en soi, elle est au service du public. Pourquoi pas de la transversalité avec une politique jeunesse, par exemple? Voilà. Deuxième axe qu'on a identifié, organiser une offre alimentaire pour tous. Ça nous a semblé un petit peu le parent pauvre du PATD. Des choses sont faites, y compris bien sûr au niveau communal, mais le Conseil de développement demande la co-construction d'un diagnostic avec tous les acteurs associatifs et les autres collectivités, que ce soit les communes, le département, la région et peut-être même l'État, sur le sujet d'une offre alimentaire pour tous. En synthèse, le groupe de travail note que l'agglomération est une bonne échelle pour traiter d'une politique de l'alimentation à l'échelle du territoire. Parce que tous les acteurs se réfléchissent au niveau du territoire. Le consommateur, il n'achète pas uniquement sur sa commune. L'agriculteur, il ne vend pas que sur sa commune. Les acteurs associatifs, ils sont bien évidemment pluricommunaux. Donc, on attire l'attention sur 4 points suivants complémentaires à notre rapport. 1. La volonté politique se mesure à l'aune des efforts qu'on y consacre. Aujourd'hui, donc, Arte Climat est parti. Une des 2 techniciennes de l'agglo est aussi partie à démissionner. C'est les choses qui arrivent. Il faudra veiller à son remplacement. C'est important pour la continuité du programme. Deuxièmement, Grand Angoulême a un rôle de coordinateur des politiques, y compris communales. Là, je parle des élus communautaires, vous êtes aussi des élus communaux. Et donc, il faut, au niveau de la commune, il y a beaucoup d'informations.
Et il faut participer avec l'échelon Grand Angoulême. Par exemple, dans le cadre de la politique agricole, la connaissance fine du terrain, du foncier, ce sont les communes. La connaissance fine des acteurs associatifs, c'est aussi les communes. Les CCAS, ce sont aussi les communes. Donc tout ça, il faut créer un réseau animé par Grand Angoulême, et c'est important. Ensuite, troisième point, la démarche quartier-climat. La démarche quartier-climat, demain, c'est la politique foncière de l'agglo. Donc la maîtrise foncière, c'est important, ne serait-ce que au niveau agricole. La connaissance de ce qui s'y passe, des terrains, mais aussi, il faut aller au-delà, parce que demain, le monde agricole, il fonctionnera différemment d'aujourd'hui. Les circuits courts, les agriculteurs qui transforment leurs produits, des pratiques agricoles différentes, l'habitat des agriculteurs. Angoulême est aussi un territoire rural. Il faut que cette dimension quartier-climat intègre ce projet rural dans son sein. Voilà. Ensuite, bien évidemment, de façon anecdotique, c'est pas anecdotique, le quartier-climat, dans le dernier document, identifier les équipements structurants. On a noté que, par exemple, le marché d'intérêt local était noté. Dernier point, et comme dit précédemment, ce qui nous semble vraiment très important, et peut-être le plus important pour le groupe, c'est le lien fort entre alimentation et santé publique, surtout au niveau des populations les plus fragiles. Nous avons rencontré donc la banque alimentaire et des épiceries sociales, et vraiment, nous avons été surpris et très impressionnés par l'épuisement du système et l'épuisement des acteurs, qu'ils soient associatifs ou bénévoles. Donc, il nous semble vraiment important, et c'est une des recommandations qu'on fait, d'organiser ce qu'on a appelé, nous, des assises de l'alimentation. Ça nous semble être une action majeure, de regrouper l'ensemble des acteurs, de penser le problème et la question de l'alimentation et de la santé, à destination certainement des plus fragiles, et de faire un diagnostic et d'instituer des rencontres régulières pour piloter au plus serré. Merci. Oui, rapidement, des remerciements évidemment au groupe de travail, à l'ensemble des membres pour la qualité de cette auto-saisine, pour l'attention que vous portez à faciliter l'appropriation de tous et donner envie de participer à des travaux du Conseil de développement. Voilà, au travers de cette infographie, de ce dessin, ça démontre votre envie de faire participer, quel que soit le niveau, l'ensemble des personnes qui peuvent être concernées, et notamment par ce volet alimentaire, évidemment. Vous réveillez encore l'agglomération, je dirais, sur ce qu'elle a fait, ce qui reste à faire, sur la façon de faire en transversal avec l'ensemble du territoire, sur ses connaissances propres à elle, l'agglo, mais aussi avec les communes. Donc merci. Et j'en profite d'avoir la parole, puis je pense que ça deviendra un rituel de ma part. Vous interviewez, vous passez du temps avec les élus en délégation lorsque vous êtes sur des autosaisines ou des saisines. Et là, du coup, je vais me tourner vers Vincent, et je suis curieuse de savoir, comme la question que vous nous avez posée à Jean-François Le Tourneur, DGS, et puis à moi-même lors de votre dernière plénière, à savoir ce que nous apporte le Conseil de développement et les contributions. Je suis curieuse de savoir ce que ça apporte à un vice-président en charge de la thématique, de discuter, d'échanger avec vous et de prendre connaissance des recommandations citoyennes. Bien, merci de cette question, Maude. Forcément, c'était un élément de la réponse. En tout cas, merci d'abord et avant tout aux membres du groupe pour leur présentation et pour les échanges qu'on a eus pendant l'année à quelques reprises, qui étaient de qualité, et je crois que de part et d'autre, nous l'avons apprécié. Avant de répondre à Maude, peut-être quelques réponses à des points d'interpellation que je viens de découvrir, puisque le document, je le découvre en direct, donc je ne serai peut-être pas exhaustif dans les réponses. Vous semblez d'abord craindre qu'il y ait une diminution de l'équipe opérationnelle. Soyez rassurés, le remplacement, la personne qui viendra en complément a été choisie, donc on attend la date
de confirmation de son arrivée, mais elle sera de court terme, et donc on aura une continuité dans l'action qui était nécessaire, et donc de ce côté-là, il n'y a pas d'angoisse particulière. Sur votre légitime remarque de poursuivre la coordination, je rappellerai qu'elle existe en fait depuis, avec les acteurs, elle existe de deux manières. Elle existe parce qu'on a un comité de pilotage qu'on réunit régulièrement avec tous nos partenaires et que ce nombre de partenaires s'accroît à chaque réunion. Les anciens restent et de nouveaux arrivent, donc c'est bon signe. Ça veut dire que la légitimité que vous nous accordez est aussi accordée par nos partenaires. Et c'est particulièrement important puisque ce sont eux bien souvent qui agissent sur les terres, dans les champs, et donc le fait d'être dans ce rôle de coordination doit dépasser simplement l'implication des communes. L'implication des communes, elle est ancienne. Ça a commencé par Bien manger à l'école, ça se poursuit à cette année où 8 communes ont choisi de rentrer avec une aide financière de l'agglomération dans la logique EcoCert en cuisine, qui est le label le plus pertinent, le plus large, le plus multicritère, qui vient noter la qualité alimentaire. Des communes, ils sont engagés depuis longtemps, comme La Couronne et Fléac, qu'il y en ait 8 qui rentrent dans la démarche en 2023, c'était positif, et je crois, on va dire que 5 vont poursuivre et vont élargir le cercle en 2024, ce qui est le signe d'une coordination qui vit, qui s'entraîne, qui profite des expériences positives des autres. Et dans ce sens-là, je ne crois pas qu'il y ait de crainte à avoir sur le fait que cette démarche s'affaiblisse. Vous appelez de vos voeux la nécessité que la politique agricole soit au cœur de Carte et Climat. Là, je voudrais vous rassurer définitivement, nous avons choisi, et c'était original, dans le premier PLUI, de mettre un des axes politiques qui était centré sur la volonté d'avancer dans le sens de l'autonomie alimentaire. Je crois que c'était une première dans un document d'un PLUI que d'axer de manière aussi forte la volonté politique sur l'enjeu alimentaire. Ça a beaucoup de sens. Ça s'est traduit par une première délibération en 2016 votée à l'unanimité, une seconde délibération cadre votée à l'unanimité dans ce début de mandat en 2020. Et évidemment, dans Carte et Climat, la question de l'agriculture est absolument centrale pour de nombreuses raisons. Parce que d'abord, il faut pouvoir dire aux agriculteurs qui pouvaient en douter il y a quelques années que nous souhaitons leur présence, et que nous souhaitons non simplement leur présence, mais aussi les accompagner dans des enjeux qui sont majeurs et sur lesquels ils sont souvent satisfaits de voir que nos propositions leur permettent de les accompagner dans les changements de pratiques, dans le sens de l'agroécologie. Dans cet agglo, on plante dorénavant beaucoup de haies, alors qu'autrefois on en arrachait des kilomètres. Il y a eu un certain nombre d'évolutions qui viennent de ce souci porté aussi par l'agglomération avec l'ensemble de nos partenaires. Alors, je vous rejoins sur le souci de transversalité à renforcer. Le panier Jeune Pousse est un bel exemple. Merci à Michel Buisson de cette collaboration qui s'annonce efficace. Hein. Les premiers chiffres montrent qu'on va vite devoir passer à l'étape de la décision modificative. En tout cas, il y a des signaux de réactivité dans la demande qui sont très favorables. Moi, j'espère qu'il y aura de la transversalité au titre de la jeunesse, vous le soulignez, au titre, pourquoi pas, de nos festivals, que la présence de produits agricoles diversifiés, de baguettes charentaises, soit devienne une habitude sur l'ensemble des temps festifs ou culturels de notre agglomération. Et pour tout ça, sachez que nous ne souhaitons que renforcer une démarche multicritère qui doit s'étendre et qui doit se poursuivre. Donc le vice-président que je suis est très satisfait de cette collaboration. Vous nous stimulez sur un certain nombre de sujets. Je voudrais vous proposer qu'on puisse avoir un temps d'étude de vos propositions avec le groupe de travail qui regroupe des élus
de l'ensemble de nos communes au titre de l'agriculture et de l'alimentation. C'est un groupe qui se réunit régulièrement et donc ça serait une bonne chose qu'on puisse prendre un temps d'échange plus prolongé. L'idée qui est des assises sur l'offre alimentaire pour tous me stimule particulièrement, non pas pour considérer que cette démarche est le parent pauvre. Là-dessus, je ne rejoindrai pas cette expression de notre politique, puisque peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de vous le présenter en détail, mais depuis 2022, nous sommes impliqués sur cet axe. Nous avons été une des 4 collectivités pilotes avec l'Agence nationale des collectivités territoriales et la Fabrique prospective à réfléchir à ce que pouvait être de manière forte et durable une politique qu'on appelle de sécurité sociale alimentaire. Ce qui correspond à ce que vous décrivez, ce que vous appelez de vos voeux, ce que nous travaillons, et ce qui n'existera que lorsque la suite du travail multipartenarial sera encore plus complète. Je confirme une forme d'épuisement des acteurs qui méritent que l'agglo et nos partenaires s'engagent avec eux de manière plus complète. Donc vous touchez juste sur ce point. Et donc pour toutes ces raisons, écoutez, merci de vos interpellations. Mais avant tout, merci de ce dialogue. Et donc à bientôt pour avoir un temps de travail en commun qui vienne nous ouvrir de nouvelles perspectives. Peut-être en conclusion, vous dire que notre plan alimentaire territorial vient de passer une étape de reconnaissance, puisque le premier temps des PAT, c'est d'être inscrit comme des objectifs à poursuivre, ce qui est forcément un premier niveau d'action. Les services de l'État, dans ces derniers jours, viennent de nous faire savoir que notre PAT était reconnu de niveau 2, ce qui est tout à fait une bonne nouvelle, puisque c'est la reconnaissance que nos démarches sont opérationnelles. Et c'est surtout l'espoir, ou je voudrais dire la promesse, de pouvoir participer à des appels à projets avec des financements plus importants. Donc c'est le signe d'une maturité dans notre politique qui commence à avoir déjà quelques années, qui est donc à mettre au bénéfice de toute cette action multipartenariale, des élus qui en général soutiennent à l'unanimité ces démarches, mais aussi de tous nos partenaires et du dialogue qu'on a pu avoir les uns avec les autres. Donc je vous associe aux remerciements pour chacun de ceux qui ont participé à cette démarche qui passe un nouveau seuil de reconnaissance. Merci encore. Merci à vous. Oui, Jackie? Oui, donc je vais pas revenir sur ce qui a été dit, en tout cas. Tu veux être du rendez-vous de travail? Ben pourquoi pas. Mais voilà, de toute façon, c'est que je suis très impliqué dans ce domaine-là et que je participe activement à tous les travaux de l'agglo à ce sujet-là. Donc, je voulais simplement revenir sur un élément, moi, qui me semble fondamental. Ce que ça a été dit tout à l'heure, quelque part, le compte n'y est pas. En termes d'environnement, en termes de santé et en termes d'égalité, voire d'équité. Et donc là, on dépasse largement le côté de la restauration collective, qui elle aussi doit progresser. Mais cependant, on parle bien de la récolte à la popote, on pourrait parler du champ à l'assiette, de la fourche à la fourchette, et donc on est bien de la production à la consommation. Et c'est bien ce qui se passe en ce moment et ce que fait le modèle dominant. Donc aujourd'hui, le modèle dominant de notre alimentation, c'est l'industrie agroalimentaire, c'est l'industrie agrochimique qui est largement dominatrice et qui impacte la santé, qui impacte la biodiversité, la ressource en eau, j'en passe et des meilleurs. Donc on a un problème aujourd'hui de démocratie alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, majoritairement, on consomme ce que certains ont intérêt à produire, plutôt que de produire ce qu'on a intérêt à consommer. Donc, quelque part, j'aurais envie aussi et en participant à vos travaux, d'inverser la tendance et de parler de la popote à la récolte, plutôt de parler de la récolte à la popote. Même si, effectivement, au travers de tout ce que vous avez dit, vous abordez un certain nombre de champs qui touchent à la démocratie, qui touchent à l'équité sociale. Cependant, si on veut changer un modèle dominant, c'est bien par un engagement de chacun et de chacune,
et de dire, effectivement, sans les stigmatiser, parce que quelque part, les agriculteurs, à un moment donné, hein, souvenez-vous de la Révolution verte, hein, d'après-guerre, il fallait produire massivement, mécaniser, l'industrie chimique, etc. Donc on a entraîné les agriculteurs là-dedans. Et ce modèle dominant, il perdure aujourd'hui. Sauf que les scientifiques sont unanimes, on va dans le mur. Et vous l'avez dit tout à l'heure, notre alimentation, notre agriculture, elle n'est pas résiliente. Et donc c'est aussi à nous, citoyens, à nous, élus, de faire en sorte d'aller de la popote à la récolte. Merci, Jackie. Moi, merci. Oui, Fadila. De la popote à la récolte, oui, tout à fait. Vous l'avez précisé, il est question des inégalités et on sait très bien que le problème d'obésité touche majoritairement les populations qui sont issues des classes sociales défavorisées. Pour conforter un peu ce que vous dites, il est question de la transversalité éminemment, mais il est question aussi peut-être d'intégrer une dimension spatiale et temporelle, c'est-à-dire une dimension spatiale, c'est travailler le développement, accompagner les enfants, les ados et les adultes, mais les personnes âgées également, au développement de leurs propres compétences psychosociales, de façon à ce qu'ils puissent prendre leurs propres décisions au fur et à mesure et faire les bons choix pour faire face aux aléas de la vie et se maintenir en santé. D'un point de vue spatial, pourquoi ? Parce que si ce travail était fait dans des zones, des quartiers ou à l'extérieur des villes, on toucherait davantage de personnes d'une même famille, de la même fratrie, d'une même famille, ce qui fait que ça potentialise les effets quand il y a des actions d'éducation pour la santé ou de promotion pour la santé qui sont effectuées. Ça, c'est la première chose. Et ce qui est fondamental aussi, et ce qu'on ne voit pas, ou pas suffisamment, c'est la question de la temporalité, c'est-à-dire que ce n'est pas des one-shots qui va faire changer les personnes. C'est vraiment des suivis de cohortes sur du moyen, voire du long terme. Et c'est comme ça, parce que les gens, ils ne changent pas comme ça. Pour changer, il faut qu'ils aient une plus-value. Il faut qu'ils aient un bénéfice. On ne change pas les habitudes alimentaires comme ça. Et effectivement, de la popote, comment ils cuisinent. Les personnes de l'épicerie sociale, ils sont accompagnés pour ça. Et on voit hein, qu'ils ont des habitudes alimentaires. Et il est question aussi de la transition alimentaire. Ceux qui arrivent d'un pays étranger, et quand ils arrivent ici, bon, il y a toute une étude qui a été menée sur la transition alimentaire. Et qu'est-ce qui fait que ces personnes-là développent davantage des diabètes, par exemple ? Donc oui, l'alimentation et la santé, c'est lié. C'est une transversalité, mais c'est aussi un travail de fond. Merci. Merci, Fadila. Oui, Jean, et ce sera le mot de la fin pour ce point. Mais pas de la fin si le travail continue, et il faut l'encourager pour qu'il continue. Moi, je voulais relever dans le travail que vous avez fait comme quelque chose qui est aussi une alerte à la situation. Jackie en a parlé assez bien, donc je ne vais pas redévelopper, mais c'est vrai qu'on n'envisageait pas il y a 10 ans qu'on aurait une crise de l'eau comme on la connaît aujourd'hui. On n'imaginait pas il y a 4 ans qu'on aurait une crise énergétique. Et on n'imagine toujours pas que l'alimentation puisse être une crise à venir. Or, en plus des crises sanitaires. Or, c'est aujourd'hui bien renseigné. On a vu qu'avec le dérèglement climatique et le réchauffement climatique, les pertes de performance de l'agriculture européenne, avant de descendre à la française, elles sont colossales dans certaines régions, notamment sur la céréale. On a vu quand même des performances nettement baissées. Et c'est un risque important si on veut aller dans ce que vous rappelez, qui est une solution collective mobilisante, qui est de renforcer l'autonomie, à condition qu'on se mette bien d'accord sur ce que c'est que l'autonomie, parce que c'est vrai que c'est un exercice un peu compliqué, et puis qu'on tienne compte aussi du jeu des acteurs qui sont à l'œuvre. Il est clair que ce que vous dites, c'est emballant, parce que c'est une perspective positive qui va être en réaction à ce qu'on vit, mais qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on ne sait pas comment le territoire il est alimenté. Enfin, je veux dire, c'est pas encore totalement enseigné. Ça passe par quoi? Par des filières françaises, par des filières européennes, par des filières mondiales. Moi, ça m'intéresse parce que une semaine après une élection qui devait parler d'un continent qui se veut solidaire, je ne sais pas s'il faut qu'on rentre en hostilité avec d'autres producteurs agricoles du reste de l'Europe.
qu'on reste mobilisé pour que les fraisiculteurs de la région du Roussillon ils puissent se vendre ici, ou est-ce qu'on va se contenter de se dire qu'on est bien content qu'il y ait des producteurs de fraises en Dordogne et c'est avec eux qu'on va travailler. Donc la question de l'autonomie, c'est un drôle de concept sur lequel il faut travailler. La seule chose dont je suis sûr, c'est que si on ne parle pas de territoire robuste, on n'arrivera pas à gérer les différentes crises qui sont maintenant à compléter par cette crise de l'alimentation. Ça, c'est le point important. Par contre, moi, j'ai bien apprécié que vous insistiez sur l'interaction qu'il y a entre les collectivités, même si je ne suis pas toujours sûr des formules, mais entre communes qui faisons fonctionner des restaurants scolaires ou gérons des EHPAD, on a matière aussi à se coordonner pour qu'il y ait un marché local qui puisse se créer. Et l'initiative que Vincent a rappelée tout à l'heure, elles font partie de ça. Donc voilà, moi je voulais là-dessus dire à quel point on doit à la fois lutter contre cette industrie à bas coût d'une alimentation qui ne paye pas les frais de santé. Donc c'est pour ça que vous avez, c'est ce que je retiens de ce que vous avez dit, le lien il est indispensable. On sait que tous les citoyens ils sont attentifs à leur santé, mais malheureusement, et je terminerai là-dessus, ils n'ont pas toujours le budget pour ça. Et quand je dis les citoyens individuellement, les ménages, ils vont s'alimenter dans des grandes distributions qui font souvent du coût bas avec des produits de mauvaise qualité, mais même dans nos équipements publics, et je pense notamment à l'hôpital. Alors je ne vais pas parler de celui de La Rochefoucauld parce que Vincent en parlera mieux que moi, mais il y a une grande difficulté quand même à soigner les gens en situation de faiblesse avec une alimentation qui ne fait pas le poids. Donc on voit bien aussi qu'on doit peser nous aussi en tant que consommateurs alimentaires dans des lieux où on n'est pas toujours chez nous pour faire en sorte que ça change. Donc moi je vous encourage pour la suite du travail et notamment la connaissance de ceux qui font notre alimentation aujourd'hui et puis des moyens de renforcer cette robustesse territoriale. Merci encore.